Résultat définitif du premier tour de l'élection présidentielle. Messieurs Mitterrand, 43,24% des suffrages. Giscard d'Estaing, 32,60%. Chaban-Delmas, 15,10%. Le bureau exécutif et le groupe parlementaire de l'UDR apportent leur soutien unanime à M. Giscard d'Estaing. Conférence de presse de François Mitterrand. Célébration à Strasbourg du 25e anniversaire de la fondation du Conseil de l'Europe. Pendant ce temps, la Commission européenne propose aux 9 d'aider l'Italie en difficulté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle ont été connus aujourd'hui en début d'après-midi. La participation a été très forte, il n'y a eu que 15,8% d'abstention. Ce chiffre a été de 21% en 1969 et il n'est que légèrement supérieur aux 14% d'abstention de 1965. Voyons maintenant ces résultats en détail. C'est M. François Mitterrand, candidat des partis de gauche, qui arrive en tête avec 11 45 936 voix, soit 43,24% des suffrages. M. Giscard d'Estaing le suit avec 8 327 999 voix, soit 32,60%. M. Chaban-Delmas, 3 858 419 voix, 15,10%. Suivent, mais de loin, M. Royer, 3,17%, un peu plus de 800 000 voix. Mademoiselle Laguillet, 2,38%, 595 000 voix. M. Dumont, un peu plus d'1% des voix, 1,32 exactement. Et ensuite, en dessous de 1% des voix, M. Le Pen, M. Muller, 0,69, M. Krivine, 0,36% des voix, M. Renouvin, 0,17, M. Sebag, 0,16 et enfin M. Hérault, 0,07% des voix, soit exactement 19 281 voix sur 25 467 726 suffrages exprimés. Et ces 9 derniers candidats, qui n'ont pas obtenu 5% des suffrages, perdent leur cautionnement de 10 000 francs. Ils n'ont pas droit à la contribution de 100 000 francs que verse l'État pour frais électoraux aux candidats qui ont dépassé 5% des suffrages. La proclamation officielle des résultats sera faite demain soir par le Conseil constitutionnel et la campagne officielle pour le second tour sera ouverte vendredi 10 mai. Les deux candidats qui restent en lice sont donc messieurs Giscard d'Estaing et Mitterrand. Monsieur Giscard d'Estaing n'a pas l'intention, semble-t-il, pour le moment, de commencer sa campagne pour le deuxième tour avant vendredi, date de l'ouverture officielle. Ce n'est pas le cas de M. Mitterrand, qui a même annoncé ce matin qu'il a commencé déjà aujourd'hui à préparer, je cite, les affaires de la France pour être en mesure, le 20 mai, d'exercer les responsabilités présidentielles. Déclaration faite au cours d'une conférence de presse ce matin. J'aborde ce deuxième tour, comme vous pouvez l'imaginer, c'est-à-dire avec le sentiment que la victoire est à portée de la main. Pour beaucoup de raisons, dont la première est celle-ci. L'ensemble des forces qui se sont rassemblées derrière ma candidature, l'ensemble des électeurs qui viennent de l'approuver, forment un bloc auxquels s'ajouteront ceux qui refusent la démission nationale, l'oppression sociale et la domination des forces internationales de l'argent. J'ai devant moi des forces éparses que l'autre candidat ne pourra réunir qu'à force de reniement et de contradiction. La nature même de ces deux groupes de suffrages marque toute la différence. Il nous faut maintenant franchir la distance qui nous sépare de la majorité absolue. Nous partons d'une base solide et homogène. Il reste, comme vous le savez, un certain nombre de suffrages qui participent du mouvement général de la gauche. Il en reste aussi qui participent du mouvement général de la France qui veut vivre et ne point s'abandonner. À ce compte-là, j'engage tous ceux qui m'ont aidé à continuer sereinement leur combat. Nous allons gagner, ce qui veut dire, selon une expression qui devient très généralement employée, la France va gagner. François Mitterrand a développé au cours de cette conférence de presse les principaux thèmes qui seront au centre de sa campagne. Pas d'alternance sans changement d'homme,
appel à la confiance et à la responsabilité des travailleurs et indépendance nationale. Et puis, non sans humour, il a répondu indirectement à cette phrase de Valéry Giscard d'Estaing: « Je n'attaquerai pas mon concurrent, mais s'il m'attaque, cette fois, je répondrai. » Ce respect mutuel devrait aller au-delà des simples précautions de personne. Il ne s'agit pas, entre M. Giscard d'Estaing et moi, d'avoir un certain nombre de pudeurs et d'avoir un certain nombre de politesses, comme si nous étions deux personnes qui se rencontrent dans un salon du 16e arrondissement à Paris, ou bien autour du thé dans un château de notre noble province. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, l'un et l'autre, d'être en mesure d'honorer le mandat qui nous est confié et qui est de représenter pour l'instant, chacun de son côté, ce qui devra être, au lendemain du 19 mai, la France tout entière. Voilà les raisons du respect que je lui porterai. Humour également quant à la déception que lui prête un journaliste après le résultat du premier tour. Un résultat, dès lors qu'il n'apporte pas la majorité absolue, du premier coup est toujours inférieur aux espérances que l'on conçoit. Et si vous imaginez la déception que je puis avoir en étant à 7 points de cette majorité absolue, imaginez l'angoisse de ceux qui se trouvent à 18. Enfin, c'est avec une certaine gravité que François Mitterrand a déclaré qu'il se préparait pour le 20 mai, le lendemain du second tour. Pour ma part, j'ai commencé dès aujourd'hui à préparer les responsabilités qui seront les miennes le 19 mai. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible désormais de rejeter à plus tard la préparation des affaires de la France. Je m'en occuperai pendant les 15 jours qui viennent, afin, dès le 20 mai, d'être en mesure d'accomplir ce pourquoi j'aurais été élu. Cet après-midi, M. Pierre Mendès France, ancien président du Conseil, dans une déclaration faite devant la presse dans son appartement du 16e arrondissement de Paris, a confirmé, je cite, que dans l'intérêt du peuple, en conscience, il votait pour François Mitterrand. Du côté de la majorité, M. Chaban-Delmas avait hier, assez tôt dans la soirée, commentant son échec, annoncé sa volonté de constituer demain un recours, une force de recours. Il a confirmé son opposition résolue à la candidature de M. Mitterrand. Quant à M. Giscard d'Estaing, comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas fait de déclaration aujourd'hui. Le ministre des Finances avait dès hier soir, à 22 h, défini à la mairie de Chamalières sa position pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, les électrices et les électeurs ont dit qu'ils veulent une majorité nouvelle et qu'ils souhaitent un profond changement. C'est au nom de cette majorité nouvelle qui m'a désigné largement pour la représenter au deuxième tour que je mènerai ma campagne. Cette majorité comprend, comme je l'ai dit ici, les électeurs UDR, républicains indépendants, centristes, réformateurs, et aussi les électrices et les électeurs de gauche qui refusent le programme commun. La majorité nouvelle est née aujourd'hui. Tous ceux qui la composent sont égaux à mes yeux. Ils gagneront ensemble, ils gouverneront ensemble. Les Français ont dit aussi qu'ils souhaitent un profond changement, lequel il faut choisir. Le changement sans le risque que je leur propose. Un changement qui préserve pour la France sa dignité, son indépendance, son influence. Un changement qui assure à chacun et à chacune le progrès dans la sécurité. Ou bien le changement dans l'aventure, avec l'entrée au gouvernement de ministres communistes pour la première fois en France depuis 30 ans et pour la seule fois
dans un des pays du marché commun. Un changement qui ébranlerait la position extérieure de la France et qui ferait peser sur chacun les conséquences cruelles des imprudences économiques. À nouveau, je vais faire campagne. À nouveau, je m'efforcerai qu'elle soit exemplaire. Je n'attaquerai pas mon concurrent, mais s'il me critique, cette fois-ci, je répondrai. Le Premier ministre, M. Messmer, avait déjà, avant le premier tour, annoncé son intention de sortir de sa réserve pour le second tour. Il a annoncé hier soir qu'il soutiendrait M. Giscard d'Estaing et ce matin, le bureau exécutif de l'UDR, présidé par M. Sanguinetti, a pris une décision identique, approuvée dans l'après-midi par le groupe UDR de l'Assemblée nationale. Tout en regrettant que Jacques Chaban-Delmas n'ait pas été suivi par une majorité d'électeurs, l'UDR estime que son devoir est maintenant d'apporter son soutien à Valéry Giscard d'Estaing. Tel est l'essentiel du communiqué publié en fin de matinée rue de Lille à Paris, après 2h30 de discussion du bureau exécutif de l'UDR, réuni sous la présidence d'Alexandre Sanguinetti et en présence du Premier ministre Pierre Messmer. Le texte, simplement communiqué aux très nombreux journalistes présents, a été adopté à l'unanimité, après un débat qualifié par l'un des membres du bureau de ferme, franc mais amical. Il indique notamment, et je cite, que l'intérêt supérieur de la nation commande de maintenir et de promouvoir les principes essentiels de la Ve République. Il faut, ajoute-t-il, barrer la route au marxisme et à son candidat. Et dans l'après-midi, les députés UDR se sont réunis, cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Là aussi, les différentes tendances se sont exprimées pour aboutir enfin, comme l'a annoncé le président du groupe Claude Labbé, à l'adoption unanime du texte du bureau exécutif. Le groupe de l'UDR, qui s'est réuni aujourd'hui, s'est essentiellement préoccupé de l'avenir. Il a pris acte de la décision du peuple français et pour le second tour de l'élection présidentielle, il comprend aujourd'hui qu'il s'agit, au-delà même du choix d'un homme, d'un véritable choix de société. C'est la raison pour laquelle il entend maintenant s'engager totalement dans un combat au bout duquel nous devons assurer le triomphe des valeurs de la démocratie pour lesquelles nous combattons depuis près de 16 ans. C'est la raison pour laquelle aussi le groupe de l'UDR entend conserver l'originalité qui est la sienne pour aujourd'hui et pour demain, et que c'est dans ces conditions qu'il apporte son soutien à Valéry Giscard d'Estaing. J'ajoute que dès demain matin, je rencontrerai le candidat qui, à partir d'aujourd'hui et pour nous, est le seul candidat de la démocratie. M. Messmer présidera demain la réunion du comité de liaison de la majorité. Un autre soutien enregistré aujourd'hui par M. Giscard d'Estaing, celui de M. Edgar Faure, le président de l'Assemblée nationale, et de ses amis du nouveau contrat social qui regroupe une cinquantaine de parlementaires. Du côté des syndicats, la CFTC espère que la participation sera aussi forte au deuxième tour qu'elle l'a été au premier, mais ne donne aucune consigne de vote, ce que fait également Force ouvrière dans un éditorial que signe M. Bergeron. Quant aux syndicats CGT et CFDT, qui s'étaient engagés résolument en faveur de M. Mitterrand, ils ont tenu cet après-midi une conférence de presse commune. En effet, et c'est la première fois dans la campagne pour l'élection présidentielle que les dirigeants des deux centrales syndicales font une déclaration commune pour le soutien aux candidats de la gauche. Écoutez Edmond Maire. Depuis des années, les revendications des travailleurs, des familles et des retraités se heurtent à l'intransigeance du patronat et du pouvoir et, en particulier, à la politique de régression sociale du ministre des Finances, Giscard d'Estaing, blocage du SMIC, des retraites, des prestations sociales, etc. La CGT et la CFDT savent par expérience syndicale que Giscard d'Estaing, c'est l'homme de l'inflation et de la hausse des prix, du chômage et de la spéculation, des aumônes aux vieillards et des cadeaux par milliards aux grandes entreprises, des violations des libertés syndicales. François Mitterrand, à l'Élysée, c'est au contraire la voie ouverte à la négociation,
et à la satisfaction des revendications les plus urgentes en matière de salaire, d'emploi, de conditions de travail, de droits syndicaux nouveaux et de réformes économiques progressistes. Tous ceux qui vivent de leur travail doivent se rassembler pour élire un président de la République qui ne soit pas un homme seul, mais le candidat de l'union de toutes les forces populaires, François Mitterrand. La CFDT et la CGT mettront tout en œuvre dans l'intérêt des travailleurs et du pays pour ouvrir la voie, avec la victoire du candidat de toute la gauche, au progrès social et à l'extension des droits des travailleurs et des libertés. Vous avez peut-être suivi hier soir sur cette chaîne la présentation des résultats. Le suspens n'a pas été très long puisqu'à l'heure de la fermeture des derniers bureaux de vote, à 8 heures, nous avons donné une estimation Sofres qui indiquait à 1% près les suffrages recueillis par les 3 principaux candidats. Les hommes politiques ont eu ensuite la parole pour commenter les résultats et le débat a souvent été animé, notamment entre messieurs Marchais, Le Canuet et Sanguinetti. La discussion paraissait déjà annoncer certains thèmes de la campagne du second tour. C'est pour cela que nous avons choisi d'en diffuser à nouveau ce soir le passage le plus significatif. Je dis qu'il n'y a pas un gouffre entre les gaullistes et la gauche unie. Non. Le gouffre, il est entre les gaullistes et M. Giscard d'Estaing, et en particulier M. Le Canuet. C'est très amusant ce que vous dites. Attendez, M. Le Canuet, je ne vous ai pas... Votre appel à M. Sanguinetti ce soir. Mais M. Le Canuet, c'est extraordinairement amusant. Monsieur Le Canuet, j'ai un avantage sur vous, moi. C'est que, d'abord Sanguinetti répondra, c'est que mes appels, je les fais publiquement à la télévision devant des millions de téléspectateurs. Moi, je ne vais pas frapper aux portes à 5 heures du matin, je vous l'ai déjà dit. Je m'adresse ici. L'histoire de 5 heures du matin est encore un mensonge. Vous permettez. Vous êtes expert ce soir, et moi je ne vous parle pas de ce que vous avez fait dans le passé. Je vous ai laissé parler, Monsieur Le Canuet, laissez-moi parler. Je dis que les gaullistes sont infiniment plus proches des positions de la gauche unie qu'ils ne le sont de vous-même. Premièrement, vous voulez le progrès social, les gaullistes. Ils veulent le progrès social. Nous aussi. La justice sociale, nous aussi. L'indépendance nationale, nous aussi. Une Europe indépendante, nous aussi. Nous allons plus loin. Nous voulons faire quelques nationalisations. Le général de Gaulle en a fait en 1945 avec nous et avec les socialistes. Par conséquent, il me semble, moi, que le rassemblement que nous préconisons, et nous, c'est pas un rassemblement d'état-major, de combinaison. Vous vous dites une majorité nouvelle. Tout le problème qui est posé aux Français, et ça ressort clairement du scrutin, c'est une autre politique. Par conséquent, il ne s'agit pas de faire une majorité pour une majorité. Il faut faire une majorité de Français pour une politique claire et cohérente. Et alors, c'est pourquoi je pense que c'est de ce côté-là que le rassemblement peut se faire le plus largement, le plus sérieusement possible. Et j'ajouterai un argument. Déjà, si Mitterrand est élu, le président de la République est socialiste. Il a dit le Premier ministre sera socialiste. Nous nous disons, en accord les uns et les autres, nous aurons 6 ou 7 ministres dans un gouvernement de 21. Où est l'hégémonie des communistes? Mais j'ajoute que si d'autres forces veulent venir prendre leur place dans ce rassemblement pour une politique claire et cohérente, nous faisons la place. Nous voulons, nous, le vrai rassemblement et pour le changement pour lequel se sont prononcés une majorité de Françaises et de Français. Alors, je ne dis pas ça dimanche soir après le premier tour de scrutin. Nous l'avons dit il y a longtemps, et je l'ai redit avant le premier tour du scrutin à Marseille, et je confirme que nous sommes prêts à cela. Et c'est autrement sérieux. De répondre, M. Sanguinetti, je pense. Certes, nous savions depuis quelques jours, depuis que les sondages qui se sont révélés exacts ne nous laissaient pas espérer que Jacques Chaban-Delmas serait placé dans le deuxième tour, nous savions que nous aurions à connaître le chant des sirènes. Il est tout à fait naturel et normal que vous essayiez de convaincre aujourd'hui les gaullistes de vous rejoindre, car c'est le seul moyen que vous pourriez avoir d'empêcher la victoire de Valéry Giscard d'Estaing. Seulement, pourquoi ne l'avez-vous pas dit pendant 16 ans?
Pendant 16 ans, vous avez refusé obstinément notre présence, les institutions politiques, le système économique, le régime social, la finalité de notre société et la moindre de nos réalisations. Tout ce que nous avions fait était mal, absurde, ridicule et menait ce pays au tombeau. Et tout d'un coup, vous nous rendez hommage. Monsieur Marchais, c'est quand même un peu gros. Ça, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas tomber dans une combinaison pareille. Écoutez, Monsieur vous Marchais, permettez-moi vous me laissez une aller. question, Alexandre Sanguinetti. Bien volontiers. Au moins, rendez-moi au moins cette vérité. Est-ce que, oui ou non, lorsque le général de Gaulle était vivant, à la tête de l'État, lorsque il a retiré la France de l'OTAN, lorsqu'il a lancé la politique de coopération avec les pays socialistes, lorsqu'il a refusé le diktat américain, lorsqu'il est allé faire son discours de Phnom Penh, est-ce que, oui ou non, à ce moment-là, bien que nous étions opposés à la politique économique et sociale, est-ce que le Parti communiste français a dit clairement et publiquement « Nous soutenons les aspects positifs de la politique du général de Gaulle ». C'est parfaitement vrai. Nous l'avons dit, Alexandre Sanguinetti. C'est parfaitement vrai. Bien, c'est donc pas une politique nouvelle. C'est parfaitement vrai dans ces domaines-là, qui certes Et ça compte. sont très importants, mais qui ne sont pas tout de même l'essentiel d'une société. Or, ce que vous avez toujours constamment refusé, et comme ce sont vos convictions et que je respecte tous les hommes de conviction, ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais vous avez toujours refusé tout ce que nous avons apporté depuis 16 ans, en dehors de certains points qui vous ont paru positifs par rapport à l'idée que vous vous faites des rapports de la France avec l'Est européen. Non, pas seulement. Pas en partie. L'OTAN, c'était pas ce L'OTAN, problème. si, l'OTAN, c'est à cause de l'Est européen que l'OTAN existe, sinon il n'existerait pas. C'est bien évident. C'est la seule justification de l'OTAN. Alors, monsieur Marchais, tout d'un coup, nous avons tous les mérites et toutes les vertus. J'en suis enchanté. Mais ça ne me fera pas succomber. Parce que malgré tout, la conception que vous avez de la liberté, je ne dis pas qu'on n'avait pas une conception de la liberté, qu'on n'êtes pas sincère. Mais c'est pas la nôtre. Parce que la logique de votre système finit toujours par l'assassiner. La conception que vous avez des institutions. Ce n'est pas nous qui avons voulu assassiner le général de Gaulle, c'est ceux qui soutiennent aujourd'hui Giscard d'Estaing. Allons, Messieurs, écoutez, s'il y a quelqu'un qui connaît le problème, Décidément, ce ici, soir, c'est vous en moi. avez, vous en avez. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui connaît le problème ici, c'est moi. Oui, Messieurs, il n'est pas dans le débat. Et Il n'est monsieur- vraiment pas. J'aurais voulu, si vous permettez, juste un Oui, mot mais à Robert monsieur Pape n'a pas encore dit Marchais. un mot et vous le savez, Oui. notre débat s'interrompt. Non, à je 22 heures, je voudrais quand constate même- une chose, c'est que monsieur Marchais, qui ne voit plus comment monsieur Mitterrand peut passer la barre des 50%, se prosterne ce soir devant monsieur Sanguinetti Non, pour faire non. appel Il ne à se ses voix. prosterne pas, mais je Ce n'est réagis. pas sérieux. Bon, Ce n'est pas sérieux. À l'étranger, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont suscité des réactions nombreuses et forcément variées. Tous les commentateurs sont cependant surpris par le résultat obtenu par M. Chaban-Delmas. À Bruxelles, siège de la Communauté européenne, les élections françaises partagent la vedette avec les difficultés que connaît l'Italie. La Commission européenne va proposer au ministre des Neufs d'aider l'Italie à venir à bout de ces difficultés. En contrepartie, on demande à Rome d'exclure les produits agricoles du blocage des importations. Pendant ce temps, à Strasbourg, on fêtait le 25e anniversaire du Conseil de l'Europe, appelé également Organisation des 17. Ce déplacement à Strasbourg est le seul que le président Poher ait tenu à effectuer pendant son intérim. C'est une profession de foi européenne qui ne représente aucun geste politique qui puisse affirmer ou contrarier la campagne électorale de l'un ou de l'autre candidat en présence pour la présidence de la République française. Le premier acte d'Alain Poher a été de déposer une gerbe au monument aux morts de la ville qui a été choisie il y a 25 ans pour être le siège du Conseil de l'Europe. Puis le président de la République par intérim, qui avait été accueilli par M. Pflimlin, maire de Strasbourg, s'est rendu à la Maison de l'Europe. Un quart de siècle, c'est un anniversaire important pour un organisme qui réunit 17 pays, dont les 9 du marché commun, dans le but essentiel d'entretenir entre eux des relations pacifiques et d'y garantir les droits du citoyen. Né en 1949, le Conseil de l'Europe devait réussir, un an plus tard, à mettre au point une convention européenne des droits de l'homme qui est entrée en vigueur en 1953. La France, qui avait signé la convention, avait tardé à la ratifier solennellement et elle n'a accompli ce geste que le 3 mai dernier, il y a 3 jours. Ce qui donne une importance particulière à la venue aujourd'hui à Strasbourg du président Poher.
Ce voyage du président de la République française était prévu depuis quelques mois et M. Georges Pompidou tenait beaucoup à être présent aux cérémonies de ce 25e anniversaire. Selon M. Michel Jobert, il devait même y relancer l'idée d'une confédération européenne. Pour les 140 parlementaires représentant les 17 pays membres, la venue de M. Alain Poher est considérée comme très importante. Le président de la République par intérim est un ancien proche collaborateur de Robert Schuman. Il a participé à la construction européenne. Il est un fervent supporter de l'Europe politique, une Europe qu'il veut démocratique. Et aujourd'hui, malgré l'incertitude politique en France, le message de celui qui retrouvera le 20 mai la présidence du Sénat a été ressenti comme un encouragement. Voyez-vous, l'Europe doit être forte et heureuse. Nous l'espérons. Le chemin déjà parcouru, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président de l'Assemblée, est déjà long, mais il peut permettre aux Européens les plus beaux espoirs, sans que pour cela les difficultés doivent être sous-estimées. Les bouleversements de l'automne dernier, qui ont frappé de plein fouet tous nos pays d'Europe, ont cruellement mis en évidence, et cette leçon ne doit pas être oubliée, combien le maintien de notre prospérité, la place de l'Europe à l'avant-garde du progrès scientifique et technique, sa réussite sur le plan de la qualité de la vie, le succès de ses relations avec le reste du monde, dépendent de la mise en commun de ses ressources, qu'elles soient énergétiques ou autres. L'Europe a tout à gagner pour elle-même en s'unissant, et ce faisant aura beaucoup à donner au reste du monde. Unis, les États d'Europe peuvent jouer un rôle pleinement efficace en contribuant à la prospérité et à la sécurité mondiale, à la solution des problèmes de la misère et des conflits idéologiques. Henry Kissinger continue ses navettes entre Damas et Jérusalem et il se montre optimiste. Pourtant, tout ne semble pas aller pour le mieux. Ce matin, des rumeurs couraient affirmant que les Israéliens avaient durci leur position dans la négociation sur le désengagement dans le Golan. Henry Kissinger, pour la 3e fois en 5 jours, est revenu ce matin en Israël après avoir conféré avec le roi Hussein de Jordanie. Au même moment, l'aviation israélienne prenait l'air pour bombarder pendant 1 heure les positions syriennes, tandis que les Syriens bombardaient les positions israéliennes autour de Quneitra. Selon le président de la British Aircraft Corporation, le partenaire de l'aérospatiale, Concorde doit servir de base à la réalisation d'un supersonique américain. Sir George Edwards, cependant, reste optimiste quant à l'exploitation du supersonique franco-anglais. Les difficultés de Concorde, dit-il, ont été exagérément confondues avec le malaise qui affecte la plupart des compagnies aériennes. La suggestion d'un accord de construction avec les Américains n'est pas nouvelle, mais sa réactualisation est certainement due à la prochaine mise en service commerciale, à la fin de l'année prochaine, du Tupolev 144, le rival de Concorde. C'est ici, sur la route nationale 20, à Chilly-Mazarin, près de Paris, qu'a été retrouvée la voiture qui a servi à l'enlèvement de M. Suarez, le banquier espagnol disparu depuis vendredi. Au cours d'un travail de routine, les gendarmes de Longjumeau ont remarqué ce véhicule qui était abandonné au bord de la route. Depuis ce matin, la brigade criminelle et la gendarmerie l'examinent minutieusement. Aucun objet particulier n'a été retrouvé. Pourtant, un détail troublant, les lettres des plaques d'immatriculation ne sont pas les mêmes à l'avant et à l'arrière. Nous avons remarqué ce matin que les 2 plaques d'immatriculation de la voiture étaient différentes à une lettre près. Bon, est-ce qu'à votre avis, il pourrait s'agir d'un maquillage ou alors est-ce que ça peut être une erreur du garagiste au moment de la vente de la voiture? L'hypothèse du maquillage n'est bien sûr pas à écarter, aucune hypothèse ne doit être rejetée a priori, mais en fait, ce sont des distorsions que nous avons déjà rencontrées. Il arrive qu'on trouve effectivement une différence d'un chiffre ou d'une lettre entre la plaque avant et la plaque arrière, sans qu'il y ait pour autant intention délibérée de tromper les services de police ou de gendarmerie. À votre avis, il s'agissait d'un relais pour les ravisseurs? C'est une hypothèse plausible.
C'est une hypothèse plausible, étant donné que dans les environs, rien ne permet de supposer qu'il y avait de quoi héberger ou abriter ravisseurs et victimes. Les ravisseurs du directeur de la banque de Bilbao ne se sont toujours pas manifestés. L'attente est longue au domicile des Suarez à Neuilly-sur-Seine. Ce lac, dont la superficie avoisine 7 hectares, contient environ 350 000 mètres cubes d'eau. Le second en avale 150 000 mètres cubes. Or, le cours d'eau qui les alimente roule depuis plusieurs jours des eaux limoneuses, cela en raison des pluies torrentielles qui tombent sur le Gers depuis une semaine. La digue de retenue, construite avec un remblai de terre argileuse, a menacé de céder durant la nuit dernière. Conséquence, une centaine d'hectares du Gers et du Lot-et-Garonne risquaient ce matin d'être submergés par ce flot boueux dont la hauteur aurait pu atteindre 3 mètres environ. S'il avait plu la nuit dernière de l'avis de tous les spécialistes, la digue aurait cédé, provoquant d'énormes dégâts dans cette région où les inondations recouvrent une partie des prés et des champs. Hier soir, prévenus à temps par le propriétaire de ces lacs collinaires, les pompiers de la région ont été mobilisés. 5 habitations en aval, menacées par une éventuelle fissure de la digue, ont été évacuées. Ce matin, alors que nul ne pouvait encore préciser si la catastrophe était évitée définitivement, les pompiers ont ouvert certaines écluses du lac, ce qui a eu pour effet de réduire la pression à la digue, fortement endommagée. Sur place, en fin de matinée, les autorités préfectorales ont pu se rendre compte de l'importance des dégâts et de leurs éventuelles conséquences. Mais ceci amène à préciser certains points concernant ces lacs collinaires très fréquents en Armagnac. Ce lac est un lac moyen par sa superficie, mais c'est précisément sur des ouvrages de cette taille que des problèmes peuvent se poser. En effet, lorsque, comme c'est le cas ici, un ruisseau classé aura son cours détourné, une autorisation préalable est nécessaire, mais aucun contrôle n'est effectué à la fin des travaux. Ici, toutes les précautions ont été prises, les routes menacées sont barrées, les gendarmes assurent une surveillance constante. Un seul souhait, qu'il ne pleuve plus, sinon tout serait remis en question. Il y a 15 jours, souvenez-vous, un hold-up en Allemagne de l'Ouest était filmé en direct par la télévision. Ce hold-up a fait 2 morts, un policier et l'un des bandits. En France comme en Europe, le nombre de ces hold-up a considérablement augmenté. Par exemple, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, il y en a eu 30 en 1972 et plus du double l'année suivante. Et les banques ne sont pas les seules visées. Encaisseurs, receveurs des PTT, employés des PMU et de perception, les supermarchés, autant de cibles pour les gangsters. Pour lutter contre cette vague de hold-up, la direction de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis organise 2 fois par semaine des conférences qui sont en fait de véritables cours de défense contre les hold-up et les agressions. Sont réunis autour du commissaire de quartier tous ceux qui manipulent des fonds. Ça a été mis sur pied en 72 pour allier, si vous voulez, la prévention intérieure des établissements, et pas seulement les banques, mais le trésor public, les PTT, les supermarchés, qui sont là, ça les concerne eux personnellement, ça concerne les directions des banques, c'est à elles de voir. Nous pouvons les conseiller, nous pouvons leur dire attention, là, c'est insuffisant, ou là, attention, il n'y a peut-être pas assez d'employés, ou là, attention, vous avez peut-être trop d'argent en caisse. Et puis nous, de notre côté, ça nous permet de connaître les heures les plus favorables d'éventuels hold-up, donc à faire une surveillance, nous, extérieure à l'établissement. Il n'est pas question du tout de nous immiscer dans le fonctionnement intérieur des différents établissements. Appel général de TN 93 à tous les postes fixes et mobiles. Application du plan de dissuasion mobile, principalement à l'égard des établissements bancaires et bureaux PTT. Autre innovation de la police de la Seine-Saint-Denis, un plan de dissuasion. Plusieurs fois par semaine et quelquefois une fois par jour, à des heures différentes bien sûr, tous les effectifs disponibles de la police, en civil et en uniforme, vont surveiller discrètement tous les établissements où l'on manipule de l'argent. Leur but, décourager ainsi d'éventuels agresseurs et surtout maintenir une action préventive permanente. Maintenant, ça se passe très rapidement. On passe les renseignements directement au PC de Bobigny. Et c'est ça, surtout, qui est une sécurité, d'autant plus que les patrouilles de police, maintenant, sont beaucoup plus fréquentes. Enfin, disons que la collaboration avec les employés des PTT est devenue très correcte maintenant. Et je pense que c'est ça qui va nous amener à avoir une sécurité accrue.
Sur la route, à la vue du gendarme, les chauffards lèvent le pied. En ville, désormais, les agents de police feront peut-être réfléchir ceux qui voudraient prendre de l'argent trop facilement. Oui, nous parlons de golf. L'Open de France de golf a vu la victoire du Britannique Peter Oosterhuis sur 250 autres concurrents, un chiffre très élevé de participants pour la France. 27 millions de golfeurs tapent dans la balle de par le monde. Et la France suivra-t-elle le mouvement? Une famille basque, les Garayal, s'emploie très activement à faire en France du golf un sport plus populaire. Toutes les secondes, dans le monde, une balle de golf sort des usines de fabrication. Ce sport envahit tous les pays. La France, où l'on considère ce passe-temps britannique comme trop simple et trop cher, va peut-être succomber à la mode. D'autant qu'il peut apporter le calme et la détente. La Fédération française de golf s'est mise à la tâche pour vous. À la Fédération, nous avons cette année décidé d'abord de donner des cours collectifs et gratuits aux élèves des écoles. L'année dernière aussi, d'ailleurs, ça a commencé. Et cette année, au mois d'octobre, nous allons ouvrir le premier golf public en France, qui est très important, qui va être ouvert à Melun-Sénart, ce qui fait que n'importe qui, n'importe quel Français qui désire pratiquer le golf pourra se rendre là-bas et pour une place de cinéma qui coûte 15 ou 20 francs, pourront passer la journée au grand air et pratiquer le golf. N'est-ce pas merveilleux? Cela ne veut pas dire que les Français, enfin les gens qui veulent jouer au golf, doivent attendre l'ouverture de ce golf public. On peut jouer dans n'importe quel golf de France. Ah, bien sûr. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire partie d'un club, ça y est, être membre d'un club pour jouer au golf. Vous pouvez aller dans n'importe quel golf en France, que ce soit dans la région parisienne ou en province, et en payant votre droit d'entrée de la journée, vous pouvez passer votre journée et jouer au golf. C'est absolument autorisé et il y a d'ailleurs beaucoup de joueurs de golf en France qui procèdent de cette façon-là. Est-ce que le golf revient cher au début? Non. Il ne faut pas dire que ça revient cher. L'équipement est cher. Mais vous avez l'équipement, soit neuf, occasion, qui sont à des prix très abordables. Oui, très abordables. Très bien, oui. Et les leçons sont un peu chères au début. Mais enfin, on prend des leçons que dans un mois. Un mois et demi. Et on arrive très bien à jouer avec une vingtaine de leçons. Oui, Odile, je crois que le golf est un des sports où on est presque obligatoire de prendre des leçons au début. Absolument, absolument, parce qu'on peut effectivement jouer seul, mais pour vraiment faire tout de même se débrouiller, faire quelques progrès, il faut travailler tout de même avec un professeur, parce que tout de même la base, le mouvement est tout de même, oui, ça n'est pas du tout naturel et il faut tout de même avoir de bons conseils au départ. Et on en a besoin à tout moment. À tout moment, oui. D'ailleurs, Jean reprend des leçons après je ne sais pas combien d'années de golf. Oui, d'ailleurs. J'en prendrai toute ma vie, je crois. Voilà, nous allons maintenant terminer ce journal par un communiqué de la présidence de l'ORTF à propos du deuxième tour de l'élection présidentielle et de la campagne. Messieurs Giscard d'Estaing et Mitterrand et la commission de contrôle de l'élection présidentielle ont donné leur accord de principe pour que le face-à-face télévisé entre les deux candidats ait lieu le vendredi 10 mai. Ce communiqué dit également que les modalités exactes de l'émission seront mises au point par les deux candidats, la commission de contrôle et l'ORTF. Ce journal est donc maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en attendant les prochaines informations qui seront diffusées vers 22h30. Au revoir.